Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à DO4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 4 avril. Conférence de presse et mobilisation devant le centre hospitalier de Chandler organisée par les organisateurs syndicaux du secteur public. Chantal Robitaille, la directrice générale du Centre culturel de la ville de Passepébiac, nous parle de l'appel de projet aux artistes professionnels du territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour la réalisation de 2 œuvres d'art public originales. Samuel Méthode-Laflamme, le directeur général de la Maison de la culture de Grande-Rivière, nous présente leur nouvelle appellation ainsi que leur nouvelle image de marque. Point de presse de M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, suite au dépôt d'une demande de mandat pour obtenir une commission parlementaire sur la gestion de la forêt publique et du rejet de sa requête par le gouvernement. Et une 6e d'une série de petites capsules portant sur l'assurance-emploi réalisée avec le mouvement Action Chômage PABOC, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, les travailleuses et les travailleurs du secteur public sont sans convention collective depuis déjà 1 an. Une conférence de presse ainsi qu'une mobilisation devant le centre hospitalier de Chandler fut organisée le 31 mars dernier pour l'occasion. En voici un résumé. Si on se joint aujourd'hui en intersyndical, c'est sûr que c'est pour souligner le mépris du gouvernement qui a face aux salariés du réseau de la santé et des services sociaux. Ce gouvernement-là refuse toujours de donner le coup de barre nécessaire pour relever les services publics, des services qui ont démontré d'autant plus toute leur importance dans la dernière année. Ce gouvernement-là aussi qui disait vouloir négocier rapidement avec les syndicats, malheureusement, force de constater aujourd'hui, plus d'1 an plus tard, que c'est quand même, ce n'était encore une fois que du vent, ces paroles. Pour nous, la surcharge de travail est en constante évolution, l'épuisement de nos salariés aussi. Ces salariés-là qui se dévouent à la tâche constamment, d'autant plus dans la dernière année où ces travailleurs-là ont dû faire face à un retrait de leurs conditions de travail. Donc aujourd'hui, on est ici pour sonner l'alarme sur l'importance d'un service de santé et de services sociaux public fort. On est ici pour sonner l'alarme, pour dénoncer les situations catastrophiques qui se passent dans le réseau présentement. Réforme après réforme, ça ne date pas d'hier. Des augmentations salariales qui ne suivent pas le coût de l'inflation, le coût de la vie non plus. C'est toute cette austérité-là, tous ces éléments-là qui ont réussi à détruire le service public tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le gouvernement doit se poser la vraie question. Les services publics sont-ils importants? Je crois qu'on l'a démontré d'autant plus dans la dernière année. On ne peut pas se passer de ces services publics-là. Donc, on revendique aujourd'hui des conditions salariales et des conditions de travail significatives pour les salariés, pour tous les salariés du réseau de la santé et des services sociaux. On ne se fera pas de cachette depuis 2004 que les salariés du réseau de la santé ont moins que l'inflation, moins que l'augmentation du coût de la vie. Ça, c'est inacceptable. Ça fait juste appauvrir les travailleurs de la santé. On a besoin aussi d'un peu plus d'attraction pour être capable d'aller chercher des gens, mais aussi une forme de rétention pour être capable de les garder. On a déjà vécu la réforme Barrette qui a laissé des traces majeures au système de la santé. Aujourd'hui, on a la COVID qui est avec nous depuis 1 an. Les travailleurs sont exténués, sont à bout. Puis je pense qu'au lieu de mépriser les travailleurs de la santé, le gouvernement devrait avoir un minimum d'écoute puis de montrer une forme de reconnaissance. Ça, je pense que c'est important de le dire. Puis l'attraction-rétention, c'est essentiel à la survie du réseau de santé public tel qu'on le connaît. Pour les conditions de travail, bien, c'est sûr qu'on demande dans la catégorie 1, des postes de travail stables, volontariat à temps complet aussi pour les gens, mais surtout des postes stables. Je pense que la pandémie a démontré que ça ne fonctionnait pas, des postes d'équipe volante dans le réseau de la santé, que les gens peuvent aller travailler une journée en CHSLD, une journée en CLSC, une journée à l'hôpital. Premièrement, bien, il y a des problématiques au niveau de la prévention des infections, de transmettre. Là, on fait appel, présentement, c'est le virus de la COVID, mais de façon générale, la grippe est présente, la gastro, il peut y avoir des cas de tuberculose ou peu importe là, à l'intérieur des murs. Fait que je pense que cette pandémie-là a quand même démontré qu'on ne pouvait pas se promener. Puis il y a une question aussi d'expertise. Les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes ne peuvent pas être bons dans tout. Les gens se spécialisent dans un domaine, que ce soit dans le domaine des urgences, des obstétriques ou peu importe. Puis c'est néfaste là, pour les soins à la population, justement, de déménager quelqu'un de journée en journée parce que les gens ne sont pas habitués, ils ne sont pas avec les mêmes collègues de travail. Il y a vraiment des enjeux à ce niveau-là.
On demande aussi d'améliorer la conciliation travail-famille. On le sait, c'est un enjeu là, dans le réseau de la santé, tout le temps supplémentaire obligatoire qui se fait. On a beaucoup de membres qui sont des jeunes familles ou ont des contraintes familiales, qui ne peuvent pas... c'est assez là, de savoir quand tu commences à travailler, puis tu ne sais pas quand est-ce que tu finis. C'est une très grosse problématique. Ça fait partie de plusieurs des enjeux que nous avons, que nous demandons. Qu'est-ce qu'on veut? C'est un respect des membres qu'on représente, de la stabilité aussi de travail. Je pense que c'est ça que ça prend pour attirer des gens dans le métier. On l'a vu dans les dernières années, là, des inscriptions dans les milieux collégiales, dans les milieux DEP aussi ou à l'université, diminuer partout au Québec dans les domaines de la santé. Mais il y a des raisons à ça, c'est que le système de la santé est malade. Puis les jeunes, quand ils s'inscrivent dans les programmes en soins infirmiers, exemple, ou en immunothérapie, ça fait partie de la balance de regarder quelles seront mes conditions quand je travaillerai. Pour la PTS, nous, c'est sûr qu'on demande, pour avoir de l'attraction, de la rétention, on demande des primes pour les gens qui travaillent en centre jeunesse. On sait que cette expertise-là, présentement, est en exode. Donc, on demande des primes qui vont selon l'expertise des gens qui travaillent en centre jeunesse. On est en pénurie aussi. On demande des rangements supérieurs pour le titre d'emploi de psychologue. On est en pénurie en santé mentale. On demande aussi pour nos laboratoires toute cette reconnaissance d'expertise-là, cette reconnaissance du rôle des techniciens, des professionnels de la santé qu'on souhaite faire reconnaître. Donc, oui, on demande aussi des conditions de travail. On demande des horaires conciliantes, comme mes collègues, conciliation travail-famille aussi, ça demeure très important pour nous. La situation est quand même catastrophique dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais ça depuis plusieurs années déjà. Mais cette pandémie-là n'a fait qu'accentuer cette situation-là. Les réformes, l'austérité, la compression, c'est toujours des mots qu'on entend dans le système de la santé, mais je pense que c'est le temps d'y mettre un frein. Nos gens sont en surcharge, nos gens répondent du mieux qu'ils peuvent, mais les listes d'attente, quand même, ils font face à une augmentation présentement. Le CIS de la Gaspésie fait face aussi à des millions en congés de maladie, en assurance salaire. C'est des sommes qui pourraient être réinvesties dans le réseau au lieu d'être simplement mis sur des congés de maladie des personnes. Donc, je pense que c'est le temps, plus que jamais, d'écouter ce que les gens ont à nous dire sur le terrain. Donc, ils sont en surcharge, sont en pénurie. On doit faire face à ces éléments-là. La Ville de Passepébiac lance un appel de projet aux artistes professionnels du territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour la réalisation de 2 œuvres d'art publiques originales. Chantal Robitaille, la directrice générale du Centre culturel de la Ville de Passepébiac, nous en parle. La Ville de Passepébiac a lancé un appel de projet aux artistes professionnels du territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour réaliser 2 œuvres d'art. Oui. C'est quoi ce projet-là, au juste? En fait, il y a déjà longtemps qu'on y pensait, mais évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que d'avoir des œuvres d'art sur le territoire ou des structures pour annoncer la bienvenue aux gens, tout ça, ça demande quand même un financement qui est important pour la Ville. Et on avait aussi dans nos cartons, avec la politique culturelle de la Ville de Passepébiac qui a été adoptée en 2010, le mandat de déployer l'art et la culture sur l'ensemble du territoire. Alors, cette année, pour la première fois, la Ville de Passepébiac a une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec sur 3 ans, ce qui nous permet alors de déployer de façon plus importante notre politique culturelle, les actions de notre politique culturelle, dont, entre autres, les œuvres d'art sur le territoire. Alors, c'est la raison pour laquelle on a fait un appel à projet auprès des artistes professionnels pour pouvoir intégrer sur notre territoire 2 œuvres d'art, ce qu'on appelle l'art public, en fait. OK. C'est quel genre d'œuvre d'art que vous souhaitez avoir? Ah, ben là, c'est la grande question auquel je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que
dans le devis d'appel, en fait, on demande aux artistes, effectivement, de nous faire une proposition. Alors, on a choisi d'approcher le monde des artistes professionnels parce que c'est des grands créateurs, puis que la vision qu'ils ont de la ville avec les informations qu'on peut leur transmettre tant au niveau de la culture, de l'histoire, du patrimoine. Alors, eux vont s'inspirer de l'ensemble des informations et de l'histoire de la ville pour nous proposer une œuvre qui vient de leur imagination, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de travailler avec eux pour nous amener ailleurs. Alors, à partir de ça, le comité aura à se pencher sur les dossiers pour faire des choix et tout ça, selon des critères déjà préétablis. Et on aura la surprise, comme tout le monde, en fait, là, un peu avant pour les membres du comité, mais en fait, ce sera à ce moment-là une signature artistique qui, à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'on va avoir encore. On sera surpris, on sera charmé, on sera ébahi par une œuvre, par deux œuvres en fait, puisque c'est deux sites différents. Mais à partir de ça, impossible de savoir en date d'aujourd'hui ce corollaire, ces œuvres d'art-là. Les emplacements sont-ils déjà déterminés? Oui, les emplacements sont déterminés parce que c'est important pour les artistes de savoir quel type de vision on a de cette pièce-là. Est-ce qu'on la voit juste d'est en ouest? Est-ce qu'on peut en faire le tour, etc., etc.? Alors, les deux lieux sont déjà déterminés. Alors, on parle à l'entrée ouest de la ville, qui est un terrain juste en face de la Pépinière. Alors, où il y avait déjà, par le passé, une affiche qui indiquait l'entrée de la ville de Passepébiac. Et l'autre œuvre, si on va du côté est, bien, en fait, c'est ce qu'on appelle le coin de rue là, de la plage à Norbert. Là. Alors, c'est un espace, un terrain qui appartient à la ville de Passepébiac et qui a été choisi pour accueillir cette deuxième œuvre-là. Quels sont les principaux critères? C'est sûr qu'il faut être un artiste professionnel. Il faut avoir l'habitude de travailler des grands formats aussi. Parce que, bon, on s'entend, là, quand on parle d'une œuvre d'art publique à l'extérieur, il faut être en mesure de la voir à plusieurs centaines de mètres déjà et de pouvoir la distinguer et tout ça. Alors, évidemment, il faut qu'elle soit pérenne, il faut qu'elle puisse passer à travers toutes les intempéries. Elle est là pour un long moment. Et à ce moment-là, bien, il faut qu'elle soit significative pour le comité et pour les citoyens. Alors, c'est sûr qu'il y a des critères plus spécifiques là, qui vont rentrer en ligne de compte là, sur les matériaux utilisés, la façon aussi de la sauvegarder puis de l'entretenir. Parce qu'il y a des œuvres qui pourraient être tout à fait intéressantes et qui pourraient charmer et les citoyens et le comité, tout ça. Mais dans l'entretien de ça, il faut quand même qu'il y ait une certaine facilité et très peu de coûts, parce que la Ville doit assumer l'entretien de ses édifices, de ses terrains, de ses œuvres, parce qu'on en a déjà en place. Par exemple, en face du Centre culturel de Passepébiac, l'Hôtel de Ville, vous avez une œuvre d'art public qui est là. Alors, à partir de ça, l'entretien de cette œuvre-là, d'année en année, elle est assumée par les employés de la Ville de Passepébiac. Il faut quand même toujours les conserver dans un bon état si on veut les avoir longtemps. Puis les gens intéressés à poser leur candidature, ils ont jusqu'à quelle date? Ils ont jusqu'au 23 avril à minuit pour déposer leur dossier. OK. Puis à partir de ça, bien, il y a une première sélection qui est faite. Et dans les artistes qui sont retenus, ceux-ci seront rencontrés par le comité, présenteront des esquisses plus poussées de leur projet, tout ça. Et il y aura par la suite une décision finale du comité. Bien, je dis décision. En fait, disons, une prise de position du comité qui est des recommandations qui sont faites au conseil municipal. Et c'est le conseil municipal qui, lui, va faire le choix final selon les recommandations du comité. Puis le choix est supposé d'être fait pour quand? Ah, écoutez, si ma mémoire est juste, on parle d'avril, 23 avril pour le dépôt du premier dossier. On parle du mois de mai, tout ça. Alors, je crois que c'est début juin. D'accord. Parce qu'il faut quand même laisser le temps aux artistes de pouvoir créer l'œuvre et aussi l'installer sur le territoire. L'objectif étant que tout soit fin prêt au mois de septembre. La Maison de la culture de Grande-Rivière fait peau neuve avec une nouvelle appellation ainsi qu'une nouvelle image de marque. Samuel Méthode-Laflamme, le directeur général, nous informe à ce sujet. Bonjour Samuel. Bien, bonjour. Là, la Maison de la culture de Grande-Rivière a une nouvelle identité? Oui, en fait, ça fait depuis plusieurs années, ça va faire 3 ans maintenant que je suis directeur général pour la Maison de la culture. Et déjà, dès mon entrée en poste, à la première AGA, on s'était fait poser la question: pourquoi, depuis que vous avez votre mandat MRC1, vous portez encore le nom de Maison de la culture de Grande-Rivière, qui est un organisme local à l'époque?
Mais depuis qu'avec son nouveau mandat MRC1 de développement culturel, le nom pouvait causer certaines problématiques quand on faisait des activités, mettons, à Percé ou à Port-Daniel. Les gens ne comprenaient pas pourquoi une maison de la culture, qui est un bâtiment habituellement fixe, donc une maison, ça le dit, là, c'est 4 murs, ça a une adresse civique, puis etc., puis que ça se déplace dans une autre ville pour faire des activités culturelles, ça crée beaucoup de confusion. Et notre mandat MRC1 prenait de plus en plus de place. Donc, on s'était dit, cette année, durant le contexte COVID, vu qu'on avait un peu plus de temps au niveau du conseil d'administration, on s'est donné comme défi là, d'aller de l'avant avec ça. Et donc, on a fait appel à une firme spécialisée, là, puis on est arrivé avec une nouvelle appellation et un nouveau logo qui est maintenant Courant culturel Rocher-Percé. Mais là, c'est la continuité, c'est vraiment la même mission qui se continue. Tout à fait, tout à fait. La Maison de la culture a toujours grandi dans le but de développer la culture, la rendre accessible, etc. Puis on a même ancré ce fondement-là de la maison, ces fondations. Donc, c'est vraiment ancré au sein de l'organisme, mais c'est juste que là, on étend la portée de l'organisme beaucoup plus loin que juste Grande-Rivière, même si on le faisait déjà à l'époque. Mais maintenant, c'est vraiment plus clair que c'est vraiment de Port-Daniel à Percé, puis même au-delà, parce que le courant, ça peut être infini. Il n'y a pas de début ni de fin à un courant, donc allons-y. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi la mission, juste? La mission, c'est de rendre accessible la culture sous toutes ses formes. Donc, ça peut être différentes disciplines, ça peut être... quand on parle d'accessibilité, c'est autant financière que vulgarisée aussi. Donc, quand je présente des spectacles de danse, c'est de les emmener d'une manière à vulgariser ce langage-là à la population, parce que, veux pas, la danse, c'est un langage au même titre que d'autres formes artistiques comme la peinture, etc. Donc, c'est comprendre aussi. Donc, on fait beaucoup d'ateliers. Bref, c'est ancré dans cette mission-là de l'accessibilité. On fait du développement en amenant des nouvelles disciplines. On veut développer la musique classique, la musique de concert, la danse contemporaine, le théâtre de création, le patrimoine. Bref, vous voyez, on touche un peu à tout, comme le patrimoine bâti religieux, qui est un de mes gros projets là, cette année. Bref, on est vraiment un organisme de développement culturel qui a pour mission de rendre accessible, puis je dirais même de populariser la culture en la rendant tripante, en détruisant les vases là, qu'on peut s'imaginer d'une culture qui est élitiste. Là. On veut vraiment la rendre accessible à tous. D'accord. Là, le projet, justement, Un lendemain pour notre Église, ça avance comment? En fait, présentement, on est dans le mois de consultation qui se termine demain, le 31 mars. Donc, on a lancé des consultations citoyennes via un sondage auprès des paroissiens via une carte postale avec différentes questions sur la pratique du culte. On est même allé dans les écoles pour consulter les jeunes secondaires. Bref, on a essayé de toucher le plus largement possible à la population pour avoir différentes idées, différents jus aussi, je devrais dire, pour créer un projet qui répond aux besoins de tous. Parce qu'on veut que ce projet-là, ce soit une fierté aussi pour la municipalité de Grande-Rivière, mais que ce projet-là rayonne pour l'ensemble de la MRC puis répond aux besoins autant des plus jeunes que des moins jeunes. Qu'est-ce qui en est sorti le plus de ces consultations-là? Si je peux vous... L'idée, pas mal, c'est de créer un lieu rassembleur, un lieu de rencontre, un lieu de socialisation. Puis après ça, c'est vraiment éclaté, je vous dirais. C'est culturel, communautaire. Ça peut être, comme vous pouvez imaginer, tout ce que je peux vous dire, mais je ne veux pas vous influencer nécessairement. On va vous présenter le projet là, au courant de l'automne. OK. Là, il y a une deuxième phase qui s'en vient. Oui, c'est ça. Là, on tombe dans la phase de création, si je peux dire. Donc, on va faire appel à une firme spécialisée en architecture pour nous réaliser une étude de faisabilité. Et cette étude-là va nous servir à, justement, montrer si notre projet, avec toute l'information qu'on aura recueillie, est capable de se faire dans le bâtiment qui est l'église de Grande-Rivière. Et si oui, à quel coût? Et on va avoir des ébauches, des visuels 3D pour présenter justement l'église. OK. Puis là, prochainement, si tout va bien avec la COVID et tout, c'est quoi les activités qui vont être à surveiller? Bien, je vous dirais, si tout va bien avec le contexte pandémique, on vise présenter les spectacles sur le parvis d'église de Grande-Rivière. Donc, les mardis country. On va faire 4 spectacles country à Grande-Rivière. On souhaite présenter 2 spectacles en danse contemporaine à Percé également, comme dans les années passées. Mais encore là, c'est si le contexte pandémique nous le permet, là, avec les mesures sanitaires et les mesures gouvernementales, là, parce qu'on ne sait jamais si on a le droit. C'est encore en attente des réponses, des éclaircissements. Sinon, si je peux vous dire, au niveau de la bibliothèque municipale de Grande-Rivière, on attend encore une fois si les mesures nous permettent de réaliser des conférences, formations ou autres. Et dans les autres projets, au niveau plus du mandat et de la mission première de l'organisme, c'est l'entente de développement culturel du Rocher-Percé. On est en train d'élaborer une galerie d'art, mais sans mur.
Donc, c'est un projet que, lui, va avoir lieu, peu importe les mesures sanitaires, dans le sens que ça va être en extérieur et les gens vont pouvoir contempler cette galerie sans mur-là, que je vous en dis pas plus. Je vous laisse imaginer le concept d'une galerie d'art sans mur dans des lieux inusités de la MRC puis qui va se déplacer au fil des expositions. Suite au dépôt d'une demande de mandat pour obtenir une commission parlementaire sur la gestion de la forêt publique et du rejet de sa requête par le gouvernement, voici la réaction du député de Bonaventure, M. Sylvain Roy, ainsi que ses explications lors d'un point de presse. On a eu l'émission Enquête récemment qui a parlé d'allégations extrêmement troublantes où 25 % du bois récolté ne serait pas déclaré. Je tiens à faire une nuance ici, OK? Moi, je pense qu'il y a autant de citoyens corporatifs dans le monde de la forêt que dans les autres domaines. À mon avis, certaines entreprises le pratiquent allègrement et d'autres ne le font pas. C'est pour ça qu'on a demandé une commission d'enquête, c'est pour faire la lumière sur ces allégations. Et qui plus est, dans l'émission, on parlait d'une collision fondamentale entre le secteur forêt et le secteur faune. Le secteur faune, ce sont 700 000 pêcheurs, 300 000 chasseurs au Québec qui veulent avoir accès à notre patrimoine collectif qui est la forêt du Québec, mais qui mènent le bal dans la forêt, ce sont les industriels forestiers. Et qui plus est, le ministre a déposé un projet de loi sur la faune et qui veut avoir des droits pour entrer dans les refuges fauniques pour potentiellement permettre à des industriels forestiers de rentrer là. Ça, c'est un autre débat. Deuxième élément, donc on a l'émission enquête avec les allégations. Deuxième élément, la résidualité. Qu'est-ce que ça veut dire, la résidualité? La loi dit clairement que les industriels doivent s'approvisionner chez les propriétaires privés en premier lieu et par la suite compenser le manque d'approvisionnement en allant sur les terres publiques. Ce n'est absolument pas respecté. La loi n'est pas respectée. C'est pire que ça. Les industriels acquièrent de plus en plus de droits de coupe sur les terres publiques et diminuent leur achat de bois sur les terres privées. Ce n'est pas le même écosystème. Les propriétaires privés n'ont pas le même code de gestion que celui des grands entrepreneurs. Les privés font attention à leur patrimoine et ne vont pas faire de coupe à blanc comme ça se fait sur les terres publiques. D'où le désintérêt de l'industrie à aller chercher le bois chez les privés, qui pourtant génèrent énormément d'économies au Québec. Si je ferais un lien avec enquête, puis je ne le ferais pas directement, mais le propriétaire privé, il sait ce qui sort de sa forêt. Il connaît la valeur de ce qui est produit. Tandis que, donc, on ne peut pas détourner du bois des propriétaires privés. Les travaux sylvicoles, c'est la même chose. On a un manque de prévisibilité chronique. Les entreprises et les travailleurs ne savent pas au mois d'avril où ils vont travailler en mai, quand et pour quelle période. Donc, c'est un milieu qui est, écoutez, qui manque de synchronité, où on n'a pas de prévisibilité, puis ça crée une pénurie de travailleurs. Le prix du bois, on a atteint des prix de 1 400 $ le 1000 pieds. Ce que ça veut dire, un pied de bois, c'est 12 par 12 par 1 pouce. Donc, un mur de 10 pieds d'eau par 100 pieds de long, ça vaut 1 400 $. Il n'y a pas de partage de la richesse actuellement entre les différents acteurs. Les camionneurs n'ont pas vu leurs tarifs augmenter. Les producteurs de bois privés qui fournissent quand même du bois n'ont pas vu le prix de leur bois augmenter. Et les travailleurs en usine non plus. Ce que les industriels nous disent, c'est qu'ils veulent avoir de plus en plus de bois pour réduire les coûts, étant donné qu'ils vont être capables de répondre à la demande sur les terres publiques. Résultat des courses, rareté au Québec. On est obligé maintenant d'utiliser des poutrelles en aluminium pour bâtir des maisons au Québec dans un contexte où on a des forêts publiques qui produisent une quantité phénoménale de bois qui s'en va aux États-Unis. Et moi, je considère que c'est inacceptable. L'accès à la propriété pour les jeunes familles du Québec est en train de reculer. Et, soit dit en passant, nous sommes les derniers au Canada en termes d'accès à la propriété. L'accès à la propriété recule. Le bois du Québec s'en va aux États-Unis. Donc, moi, ce que je demande au gouvernement, c'est peut-être de penser à un Patriot Act Québec où le bois du Québec qui est fourni par les terres publiques devrait servir au marché québécois en premier et par la suite qu'on envoie le résiduel aux États-Unis. Et que si les industriels veulent plus de bois pour faire baisser les prix, mais qu'ils achètent chez les privés et qu'ils respectent la loi en fonction de la résidualité. En conclusion, suite aux sorties qui ont été faites, nous avons eu un nombre considérable de courriels et de gens qui nous informent
de situations inacceptables. Donc, je demande à la population et à tous ceux et celles qui ont des choses à nous dire de nous informer. On a refusé la commission parlementaire, mais on ne lâchera pas l'enjeu. C'est très important. Et il y a beaucoup de monde qui s'attendent à ce qu'il y ait des actions de fait. Voici la 6e d'une série de petites capsules réalisées avec Nadia Mongeon, la coordonnatrice du mouvement Action Chômage PABOC, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Le mouvement Action Chômage est heureux de vous accueillir encore une fois cette semaine pour continuer à vous donner de l'information pertinente lorsqu'on fait une demande d'assurance emploi. Lorsqu'on fait une demande d'assurance emploi, il faut vraiment penser que on a des responsabilités qui sont reliées à cette demande. Qu'est-ce qu'on parle comme responsabilité pour la personne qui fait une demande? C'est il vous faut premièrement être disponible au travail. Ça veut dire que si vous partez en voyage, des choses comme ça, vous n'êtes pas disponible. Si vous allez en vacances chez votre ami à Montréal, puis vous êtes considéré comme non disponible. Donc, il faut être disponible au travail. Il vous faut aussi chercher un emploi qui est convenable, donc qui peut ressembler à ce que vous aviez avant ou qui s'en approche. Donc, un emploi convenable qui vous offre des heures et un salaire. Gardez en note aussi les recherches que vous faites pour trouver de l'emploi. Ça, c'est très important aussi parce qu'ils peuvent vous le demander à tout moment. Vous demandez de vérifier quelles sont vos recherches, les recherches que vous avez faites. Puis à ce moment-là, c'est important d'avoir un calendrier ou un agenda disant qu'est-ce que vous avez fait comme recherche d'emploi. Dans une prochaine capsule, d'ailleurs, je vous dirai qu'est-ce qui est considéré comme recherche d'emploi. Déclarer toute somme. Vous savez, lorsqu'on reçoit de l'assurance-emploi, il faut déclarer tout gain. Puis, c'est sûr que tous les gains qu'on va avoir sont déduits à 50 %. Donc, si vous gagnez une semaine, vous faites 200 $, vous déclarez le 200 $ que vous avez gagné. Puis, votre assurance-emploi va être déduit de la moitié de ce que vous avez gagné, donc de 100 $. Donc, ils ne vous déduiront pas 200 $, mais bien 100 $, donc la moitié. C'est 50 sous, en fin de compte, pour $1. Il vous faut aussi respecter les rendez-vous à Service Canada. Si on vous envoie un courriel ou on vous appelle, puis on vous demande de vous présenter au bureau, ça peut être au bureau de Service Canada, puis ça peut être aussi au bureau du Centre local d'emploi. Si vous ne respectez pas votre rendez-vous, vous pouvez vous retrouver avec un chômage qui va s'arrêter ou que vous allez avoir une pénalité. Donc, c'est important vraiment au moins de les rappeler si vous êtes dans l'impossibilité d'y aller, pour une bonne raison, de les rappeler pour de leur dire que vous ne pouvez pas être disponible cette journée-là. Ensuite, on va vous demander aussi, comme je vous disais tout à l'heure, si vous partez en voyage ou que vous allez visiter quelqu'un, vous allez prendre soin de quelqu'un, ça va être important de le dire. Si vous allez, de toute façon, si vous allez par exemple en voyage, puis vous sortez du pays, vous savez qu'au niveau des douanes, les douanes vont communiquer avec le gouvernement, puis de toute façon, l'assurance-emploi va le savoir. Mais il ne faut pas attendre que ce soit les douanes qui le disent à l'assurance-emploi. Il faut vraiment que ce soit vous qui prenez la peine de déclarer votre départ. Donc voilà, ça, c'est des responsabilités importantes à savoir. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous dis à la prochaine capsule. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 4 avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!